Radioscopie, Jacques Chancel. Radioscopie. Radioscopie. Jean Raspail. Jacques Chancel. Jean Raspail, l'explorateur que vous avez été, que vous êtes encore, mais peut-être avec moins de fougue, s'en est allé très loin pour rencontrer les hommes d'ailleurs, mais la plus belle aventure est intérieure, et je me demande si pour la vivre bien, vous n'éprouvez pas le handicap d'un siècle que vous n'aimez pas. J'ai l'impression que vous arrivez un peu tard, que vous n'êtes pas fait pour cette époque. Mon Dieu, ça c'est une question vraiment trop profonde, parce que je vis assez à l'aise dans mon époque. Je la trouve passionnante. Mon âge est simple, enfin j'ai 51 ans, pas tout à fait. J'avais donc 18-19 ans à la fin de la guerre. Je suis donc, disons, un type d'après-guerre. Et les modifications de notre monde depuis 1945 sont considérables et font que nous vivons quand même une époque passionnante, parce qu'en plus, nous ne savons absolument pas comment elle va se terminer, ni où elle va, ni sur quel type d'homme ou de société elle va déboucher. Alors dire que je n'aime pas ce monde actuel ne me semble pas vrai. Il vous inquiète? Certes, il m'inquiète. Les directions qu'il prend m'inquiètent, oui. Dire que je regrette le temps passé aussi, dire que j'ai l'impression d'arriver trop tard parce que tout a déjà été fait ou tout a déjà été exploré. Bon, ça c'est un peu vrai, certes. Mais enfin, ça procure, alors ça s'il s'agit de la part voyageuse de mon existence, ça procure, disons, un espèce de charme qui n'est pas morbide, non, mais un espèce de charme triste qui consiste à recueillir ce que j'ai fait, enfin ce que j'ai essayé de faire, très souvent par hasard d'ailleurs, au cours de mes voyages pendant environ 25 ans, à recueillir les témoignages d'un monde fini. C'est ainsi, par exemple... Enfin, les Indiens, par exemple. Oui, bien, les Indiens de Terre de Feu, j'ai vu, par exemple, pas mourir, parce que je l'ai vue une fois, puis je suis revenu plus tard et elle était morte. Une femme qui s'appelait Maria, et qui était la dernière des Onas, en Terre de Feu. Et quand on sait ce qu'étaient les Onas, c'était une race de gens qui avaient 1m90, qui étaient extrêmement forts, vigoureux, beaux, nobles, qui vivaient nus dans un climat difficile, mais enfin il était nécessaire qu'ils vivent nus parce que dans ce climat de pluie, etc. Enfin je passe les détails. Et savoir que c'était la dernière, vous comprenez, quand on la voit, c'est une émotion qui vous prend en plein cœur. J'ai vu aussi en Terre de Feu, par exemple, ça c'est un souvenir, il y a longtemps de ça, hein. Ça c'était en, mon Dieu, 52 je pense. J'ai vu un jour, j'étais sur le pont d'un bateau, dans les fjords autour du détroit de Magellan, et j'ai vu du pont de ce bateau, j'ai vu passer un canot, mais un canot qui avait 10 siècles ou 15 siècles de retard sur nous, qui était un canot d'écorce, même pas ponté, par un vent et par une pluie épouvantable. Vous savez, ces régions du Cap Horn sont effrayantes. C'est la pointe du raz multipliée par 100, avec un climat de pluie constante et de froid constant. Et à l'intérieur, il y avait une famille, simplement. C'était les derniers à la Calouf, et ils ont disparu comme ça. Et de temps en temps, des voyageurs les voient. Les Alakalouf étaient occupés également, c'était une autre tribu de la Terre de Feu, qui était une tribu assez puissante au XVIIIe siècle. J'ai vu aussi... Alors évidemment, tout ça fait un peu notice nécrologique, mais c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Oui, mais votre inquiétude, quand même, Jean Raspail, vient du fait que vous estimez qu'on assassine des civilisations. De toute façon, le mal est fait. Hein. On ne peut plus assassiner est un grand mot, parce qu'il y a eu confrontation, qu'est-ce que vous voulez, entre la civilisation
technique moderne. Je ne dis même pas que c'est la nôtre, ni la civilisation américaine, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça, c'est la civilisation qui submerge le monde entier et à laquelle tous les pays du monde vont être obligés peu à peu de s'aligner. Donc c'est la confrontation de deux mondes. Alors, c'est pas un assassinat délibéré. Puisqu'on en est au chapitre des voyages et des peuples que vous dites assassinés, moi je n'aime pas ce mot-là. Alors ça c'est très récent, j'ai fait de longs voyages dans les réserves indiennes des États-Unis, les peaux-rouges sur lesquels on dit tant de choses. Et on a dit qu'on avait assassiné les peaux-rouges. Bon, on a dit qu'il y avait eu génocide. Certes, on les a maltraités, c'est vrai. Mais c'est le choc de deux civilisations qui avaient entre elles un tel écart qu'il n'était absolument pas possible que l'une subsiste concurremment à l'autre. C'est un peu la même chose que si on disait que les Bretons, par exemple, en France, devraient toujours au XXe siècle vivre à leur façon d'il y a, je sais pas, 10 siècles, en train de chasser le roc et l'ours dans leur forêt. Ça n'est pas possible. On n'a pas assassiné. Ça, je m'élève contre ces termes de génocide. Il est donc tout à fait normal que de temps en temps le progrès s'en prenne aux hommes et que les hommes disparaissent. Il est malheureusement normal, à mon sens. Croyez-moi bien que je le regrette, puisque j'ai passé 20 ans, 20 ans à aller recueillir, 25 ans à aller recueillir des derniers souffles comme ça. Croyez bien que je le regrette. Mais je juge que c'est inéluctable, parce que le monde qui nous attend, n'est-ce pas, est un monde dans lequel l'homme ne pourra s'en tirer qu'à l'aide du progrès moderne qui seul va pouvoir résoudre les problèmes incommensurables qui nous attendent. Et à l'aide de lui-même. À l'aide de lui-même, bien entendu, puisque c'est l'homme lui-même qui est générateur de progrès. Le progrès, c'est pas une chose qui nous vient de Dieu. D'ailleurs, c'est une des rares choses qui ne nous vient pas de Dieu. Alors, Jean Raspail, comment se fait-il que vous ayez, d'une certaine manière, abandonné l'exploration qui a été le temps de votre vie pour maintenant faire cette descente à l'intérieur de vous-même, ce qui est une autre aventure? J'ai pas abandonné l'exploration, puisque, d'ailleurs, l'exploration, voyons, j'en ai fait. Disons le voyage. Ans, le grand voyage, oui, vous savez, l'exploration, c'est une curiosité d'esprit. On ne peut pas dire que c'est autre chose à l'heure actuelle. C'est parce que, d'abord, j'ai beaucoup emmagasiné de choses depuis 25 ans. Et en ayant beaucoup emmagasiné, j'en ai tiré une sorte de philosophie personnelle et je me suis mis à écrire. Je suis un écrivain, disons, tardif. Si j'ai écrit des récits de voyage il y a bien longtemps, je trouve pas tellement bon d'ailleurs, enfin il y a très longtemps. Et puis un jour, je me suis mis à écrire, il y a une douzaine d'années. Je me suis mis à écrire des romans et j'ai utilisé d'ailleurs dans mes romans beaucoup de choses que j'avais vues. J'ai coutume de dire que mes voyages sont en sorte ma culture et mon université. En fait, ce voyage intérieur vous permet de faire une autre exploration qui serait celle de l'âme. C'est la plus difficile. Si vous voulez, oui. Celle de l'âme, la mienne, celle des autres. Oui, celle de l'âme parce que on est en train peut-être de fabriquer un homme sans âme. Je ne sais pas si les hommes sont conscients maintenant de nos jours qu'ils ont une âme. Si cette question, si on la posait dans la rue, par exemple, vous savez, sondage IFOP, là, avez-vous une âme, monsieur? Madame, avez-vous une âme? On aurait des surprises. Bon, oui, il y en a qui répondent, moi, je m'occupe pas de politique, ou non, moi, je sais pas ce que ça veut dire. Moi, je travaille. Vous connaissez les réponses, mais je ne sais pas si on aurait tellement bonnes réponses. Peut-être il y aurait 10% des gens, même parmi les chrétiens ou les catholiques. Je suis certain qu'il y a des catholiques qui sont persuadés qu'ils n'ont pas d'âme. Alors, bon, vous dites que j'ai découvert l'âme. Oui, non, j'ai toujours été persuadé que j'avais une âme. J'ai toujours été profondément persuadé que tout homme a une âme, que l'homme n'est pas séparable de son âme et qu'il n'existe pas sans son âme. Et bon, si dans mes livres, surtout le dernier, j'ai essayé de pas de prouver, de démontrer, non, bien sûr, mais j'ai essayé de rendre à l'âme humaine, mon Dieu, vous me faites dire de bien grandes choses. Si j'ai essayé cela, c'est peut-être que je le ressentais profondément, certes. C'est Jean Dutour qui écrivait récemment « Les hommes veulent bien sauver leur peau, mais pas leur âme ». Ça, je ne sais pas s'il avait écrit, mais c'est une bonne phrase. Ça répond à ce que vous pensez. Le livre dont vous parlez, c'est « Le jeu du roi ». Et je vois qu'au départ, vous avez mis en bonne place quelques phrases qui paraissent essentielles et qui sont sans doute le couronnement de ce que vous êtes. D'abord celle-ci de Roger Caillois. Le rêve est un facteur de légitimité.
Et il est vrai qu'on ne s'occupe pas assez du rêve, qui m'a toujours paru être la seule véritable création de l'existence. Alors pourquoi cette légitimité venue par le rêve? Écoutez, parce que je pense que en tout homme, il y a évidemment deux personnages. Celui qu'il est en réalité, n'est-ce pas? Et qu'il donne peut-être l'impression d'être. Et puis celui qu'il est profondément. Ce deuxième personnage, vraisemblablement, il ne l'avouera jamais. Quelquefois, il ne le sait pas. Mais la vérité profonde se trouve dans le rêve qui est enfoui dans chaque individu. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement secret. En plus, dans la société rude, disons, que nous vivons, je ne dis pas désagréable, je dis rude, enfin, il faut être assez bien armé pour survivre moralement. Tout homme qui n'est pas habité par un rêve intérieur, même sans que ce rêve intérieur ait besoin de s'extérioriser, n'est-ce pas? À moins qu'il ait des responsabilités énormes qu'il trouve dans sa vie professionnelle ou des satisfactions, je ne sais pas, de l'ordre du pouvoir ou de l'argent, et encore, n'est-ce pas? Tout homme qui n'a pas cette part de rêve en lui est un homme qui est perdu devant les comment dirais-je, oui, les agressions de cette société matérialiste. C'est pour ça que la part de rêve en l'homme, pour moi, est primordiale. En tout cas, chez moi, elle a toujours été très importante. Puisque votre micro, Jacques Chancel, est une sorte de confessionnal, quelquefois, je me suis toujours rêvé, moi. Et tout ce que j'ai fait, très souvent, est venu d'une part de rêve. Quand j'étais jeune homme, je me suis rêvé explorateur. Je le suis devenu, mais je me suis rêvé d'abord. Après, je me suis rêvé grand amoureux. Je le suis devenu. Après, je me suis rêvé écrivain. Et avant, et je le suis devenu. Et c'est toujours le rêve qui a précédé chez moi la réalisation des choses. Comme si c'était un signe. Peut-être, oui. Une indication de parcours. Peut-être. Oui. Et regardez, Jean Raspail, comme le mot rêve est souvent piégé, comme on lui donne de mauvaises couleurs. D'un garçon, parfois on dit c'est un rêveur, c'est souvent péjoratif. D'un autre, on dit il n'en finit pas de rêver. Alors que peut-être la création, lui-même, il est tout entier. Mais ça c'est la vision par quelqu'un d'extérieur, de quelqu'un qui rêve, ça c'est sûr. Mais qui sait ce qui se cache justement derrière le front de quelqu'un qui est en train de rêver. Vous pensez qu'il y en a qui ne rêvent pas? Oui. On dit des raisonnables qu'ils ne rêvent pas. Je ne sais pas si les raisonnables tout homme rêve à un moment ou l'autre. Seulement, il ne le dit pas ou il ne se le dit même pas à lui-même, parce que c'est parfois inavouable ou parfois totalement enfantin. Enfin, imaginez par l'absurde quelqu'un qui se rêverait, je ne sais pas moi, président de la République ou grande cantatrice ou... Ça peut, ce sont des rêves de gosses, c'est des histoires de midinette qu'on se raconte en s'endormant. Enfin, j'épouse la princesse. Bon, oui, mais ça c'est le rêve fou qui fait rêver. Oui, mais ça a un côté grotesque. Mais moi, ça ne m'ennuie pas ce côté grotesque. Je trouve que l'aspect qu'on peut appeler grotesque dans l'homme est au contraire une part de sa grandeur. Et celui qui ne rêve pas est condamné, parce que vous empruntez une autre phrase, toute culture réelle, belle et noble est fondée sur le rêve. Mais elle n'est pas de moi, cette phrase-là. Oui, elle est de Cowper Powys, oui. Mais vous le pensez vraiment? Oui, oui, oui. En plus, le rêve offre à toute manifestation intellectuelle de l'homme, n'est-ce pas, un dépassement sans limite. Évidemment, ça ne se traduit pas à l'extérieur. Ça ne se traduit pas, quoique il y ait des grands rêves qui se sont réalisés. Je suis persuadé que c'est un mauvais exemple parce que c'était un homme de guerre. Bon, mais enfin, Bonaparte s'est rêvé. Il n'y a aucun doute. Alexandre, il s'est réalisé aussi. Oui, justement, il y a des rêves qui se réalisent. Jusqu'au pire. Alors bon, il y a des gens qui rêvent à l'intérieur d'eux-mêmes et qui savent qu'ils ne se réaliseront jamais. C'est évident, c'est le cas de 999 000 sur 1 million. Mais c'est justement cette part intérieure, cette possibilité d'un dépassement même
même insensé, si vous voulez, pas normal, qui est vraiment l'homme pour moi. Mais ces rêves que vous habitez, ces rêves que vous réalisez, vous les avez peut-être parce que vous avez une bonne connaissance de la mer. Et sur la mer, on est seul, on est libre et on est inquiet. Oui, j'ai une vision. Je n'ai pas une bonne connaissance de la mer. Oui, bien sûr, j'ai fait du bateau. J'ai eu 3 bateaux et j'ai pas mal... fait de la petite navigation dans la Manche, j'ai vu quelques gros temps. Bon, c'est une vision romantique de la mer. Bien sûr, l'infini, l'immensité. Il y a un moment où, la solitude. où on se trouve seul à la barre et il fait nuit et on a toute cette mer autour et personne et on se dit vraiment que le monde est immense, qu'il est à soi. C'est une vision romantique de la mer. Je ne sais pas si tous les marins. Moi, je ne suis pas un vrai marin. C'est probablement pour ça que j'ai une vision romantique de la mer. Une chose est vraie, Jean Raspail, vous vous êtes rêvé écrivain et vous avez rêvé votre livre. Ce livre, c'est Le jeu du roi. D'abord, je dois vous dire que je le dis rarement comme il est agréable de lire quelque chose de bien écrit. Et c'est sympathique. C'est un roi, c'est un rêve, c'est une invention. Peu importe d'ailleurs que l'on soit roi, les uns ou les autres, peu importe que le royaume existe ou non, là n'est pas la question, et peu importe que nous n'ayons pas ou que nous ayons des sujets, l'essentiel est que vive, et c'est ce que j'ai compris dans votre livre, et que vive en nous l'idée de royaume, quel que soit le royaume. Le royaume, c'est pas seulement un roi, on a toujours cru qu'un roi, c'était le roi, c'était le monarque. Non. C'est autre chose, c'est presque un rêve, encore, et c'est tout à fait un rêve. C'est une idée. C'est une idée de... D'abord, c'est une idée de gosse. Toutes les idées de gosse sont bonnes. Moi, je trouve que les petits dieux sont les enfants de 11 ans, 12 ans. C'est eux qui ont en eux encore des illuminations de ce genre. Qui ne s'est pas rêvé roi, pas roi monarque, pas roi tyran, bien entendu, mais roi d'un royaume qui est une espèce de dépassement de soi-même, un ailleurs qu'on cherche, c'est ça le royaume pour moi. Et en effet, dans ce livre, c'est l'histoire d'un royaume imaginaire, d'un royaume de l'esprit. Ce ne peut pas être ce que vous avez maintenant. La vie dans laquelle vous êtes ne peut pas être un royaume. Non. La vie dans laquelle je suis, ah non, pas du tout, non. La vie dans laquelle je me propulse intérieurement, peut-être, mais ça... Mais alors pourquoi, Jean Raspail, faites-vous intervenir un narrateur qui est d'ailleurs un instituteur? Avez-vous rêvé d'être instituteur aussi? Non, pas du tout. Non, mais alors là, nous entrons dans la part romanesque des choses. Ce n'est pas, comme ce n'est absolument pas un roman autobiographique, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir, puisque c'est une histoire qui est ma création entière, sauf la petite part historique véritable sur laquelle, si vous voulez, nous reviendrons. Le narrateur est un homme de 40 ans qui raconte simplement son histoire qui commence quand il avait 13 ans. Et à 13 ans, il était jeune garçon sur la côte d'un pays que j'appelle le Ponant, qui est en réalité la Bretagne, mais comme j'ai voulu laisser ça dans quelque chose d'un peu intemporel, bref, c'est au bord de la mer, et ce gosse qui vit à notre époque, il a 13 ans, disons à notre époque, il joue sur la lande, et il joue qu'il est, comme beaucoup de gosses d'ailleurs, il joue qu'il est le seigneur d'un territoire. Et devant ce territoire, il y a la mer, et puis au bout de ce territoire, la lande, il y a un château. Et ce château l'ennuie, parce que ce château est posé exactement là où ce gosse voulait mettre sa capitale. Le gosse joue, si vous voulez, en lui-même. Et puis un jour, il dit, c'est pas possible, il faut que je prenne ce château. Je vous raconte simplement le début de l'histoire, mais je ne vous raconterai pas le livre. Non, bien sûr. Bon, ça serait beaucoup trop long. Et il dit, il faut que je prenne ce château. Alors ce gosse commande à des armées imaginaires, bien sûr, il est seul, mais enfin, il a des généraux, il a des troupes, Et puis au sommet de ce château flotte un drapeau qui est bleu, blanc, vert et qui l'intrigue beaucoup. Et un jour, il décide un soir, de prendre d'assaut ce château. Alors il lance une corde, comme dans les films, vous savez, au sommet pour grimper, et miracle, cette corde s'accroche. Miraculeusement, enfin, derrière un créneau, le gosse grimpe et tombe dans une espèce de piège, parce qu'à l'intérieur de la cour du château, il y a un homme tout seul, qui est un homme d'une 50aine d'années,
et qui l'attend, et qui lui dit « Monsieur, vous êtes mon prisonnier », qui lui dit très courtoisement « Monsieur, vous êtes mon prisonnier », un homme qui est entré dans le jeu de l'enfant, qui a fait semblant de répondre à cette bataille. Qui est le roi. Et qui est le roi. Alors ça, l'histoire commence là, par la confrontation entre cet enfant qui est un roi imaginaire, n'est-ce pas, et ce roi de Patagonie, qui est également un roi imaginaire, mais à 50 ans, c'est donc beaucoup plus sérieux. Voilà. Jean Raspail, tout à l'heure, justement, vous avez entendu ce que je disais Jacques Pradel, il parlait de votre livre, qui a été accueilli déjà dans son émission. Et il l'avait accueilli d'une certaine manière et vous l'avez écouté, le récit qu'il en faisait. Est-il bien que la radio se penche ainsi sur les livres et les aide à percer? Moi, je le crois. Moi, je le crois d'abord parce que ça a été très bien fait. Je l'ai écouté justement cette émission, et c'est justement le début du livre qu'il lisait. Et deuxièmement parce que comment dirais-je, on peut dire en ce moment que les écrivains sont souvent en butte, surtout les marginaux. Moi, je suis très marginal. Jacques Chancel, je suis plus que marginal, je suis presque un homme seul. Je suis un solitaire dans le monde littéraire. Qu'on écarte parfois, mais nous y reviendrons. Oui, et alors, nous sommes très souvent mis à des sauces... bon, c'est la règle du jeu, mais qui ne sont pas toujours honnêtes, n'est-ce pas ? Les critiques qui nous sont faites je ne dis pas qu'elles ne sont pas objectives, mais elles sont souvent très méchantes, n'est-ce pas ? On sent une volonté de nuire. Et quand la radio, de façon, comme l'a fait France Inter par exemple, de façon parfaitement objective, disons honnête, sans jugement, sans portée de jugement, de valeur, n'est-ce pas, sert un livre, c'est vraiment un réconfort énorme. Mais vous dites, Jean Raspail, que vous êtes marginal. C'est parce que beaucoup vous veulent à droite. Et d'une certaine manière, vous en souffrez, non pas d'être à droite, mais d'être condamné parce qu'à droite. Beaucoup me veulent à droite, je me suis voulu. Alors, je suis un homme de droite. Alors là, parlons-en, parce que je l'ai dit. Vous l'avez dit un soir à la télévision de façon très ouverte. Je l'ai dit à la télévision de façon extrêmement honnête. Je l'ai écrit, je ne sais pas si on peut donner le nom des journaux dans lesquels on peut tout dire ici. Bon, je l'ai écrit dans le Figaro. Et je l'ai dit pour la simple raison, c'est il y a 2 ans, environ 1 an et demi. Je suis fatigué du fait que, à gauche, l'engagement des écrivains est parfaitement toléré, n'est-ce pas ? Disons qu'il est même conseillé. On se bouscule, n'est-ce pas, à gauche, chez les écrivains. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Ce n'est pas parce que Aragon est communiste que Robert Merle est très à gauche, que Max-Paul Fouché est à gauche et que d'autres, que j'estime parfaitement. Ce n'est pas pour ça que je ne vais pas ni estimer leurs livres, ni les aimer comme écrivains. Ça n'a absolument rien à voir. Moi, je ne suis pas sectaire, mais je constate que la réciproque n'est pas vraie. Alors, il se produit à droite, parce que ça existe des écrivains de droite. Vous comprenez, Jacques Chancel, s'il y a une gauche, il faut qu'il y ait une droite. Sans ça, la partie n'est plus égale. Et voyant un vide énorme, moi, petit Raspail, je me suis dit, c'est pas possible, il faut le dire. Alors j'ai dit, je suis un écrivain de droite, je le proclame. Ça a beaucoup surpris. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que cet original qui se déclare à droite? Alors, ça vous a valu du mal? Ça m'a valu la considération de certains de mes semblables, parce qu'on a dit, mon Dieu, qu'il a du courage. Moi, je croyais pas en avoir. Finalement, je crois que j'en ai eu. Parce que ça me... Comment dirais-je? Oui, ça m'a valu un peu de mal, oui. Voyons, est-ce qu'on peut citer des exemples? Bon, on va le faire, disons à mot couvert, n'est-ce pas? On parle de prix en ce moment. Bon. On parle de vous quand même pour les prix littéraires. Bon. On n'en parlera pas au Goncourt, en principe. Pourquoi au Goncourt, ils sont contre vous? C'est pas qu'ils sont contre moi, mais voilà ce qui se passe. Ça, c'est un témoignage de quelqu'un qui les touche de près. Et voilà ce qu'on dit.
ce livre est remarquable. J'ouvre des guillemets là. Hein. Oui, ce livre est remarquable, mais nous serons contre. Il s'agit du jeu du roi. Parce qu'il véhicule des idées de droite. Je ferme les guillemets, je dis ça reste à prouver. Je rouvre les guillemets. C'est contraire à la morale littéraire de signaler, je ne peux même pas dire de couronner, de signaler un livre qui véhicule des idées de droite. Alors je dis là c'est trop. Ça c'est trop. Parce que moi ça ne me choque pas qu'on couronne un livre de gauche ou même qui véhicule des idées de gauche. Si c'est un livre qui m'a intéressé, bon de là, et que j'ai lu du début jusqu'à la fin, ça ne me gêne absolument pas. Et je suis presque révolté par cette injustice. On me dit tu ne l'as pas volé quelquefois. Tu n'avais qu'à pas dire que tu étais à droite. Bon, je l'ai dit, mais je sens que je le paye, vous comprenez. Encore une petite chose, ce sera un dernier exemple. C'est jeudi dernier, je crois, il y a une émission, le nouveau magazine littéraire de Ferniaud, qui s'appelle Le Livre du Mois, je crois, où j'ai été défendu. Enfin, vous savez, c'était un certain nombre d'écrivains, de journalistes ou de libraires qui défendaient chacun un livre. J'ai été défendu par un libraire que je connais peu, mais enfin qui m'a défendu très bien. Il semble qu'il m'a défendu trop bien parce qu'à la fin, Jean Ferniaud, qui était le producteur de l'émission, a dit « Il faut quand même rappeler ce qu'est Jean Raspail. » Je vous le dis parce que ça, je l'ai mal encaissé. Il faut quand même rappeler ce qu'est Jean Raspail. Parce qu'il faut savoir qui sont les écrivains. Eh bien, Jean Raspail est un homme d'extrême droite. Alors, il y a quand même eu quelqu'un pour protester qui a dit non pas extrême, droite tout court. Bien. Et j'ai senti là... Il l'a dit d'une manière méchante ou d'une manière écoutez, je n'ai entendu que l'enregistrement. Pour bien fixer les choses. Je n'ai entendu que l'enregistrement. Je sais qu'il y a eu de nombreux coups de téléphone chez mon éditeur, y compris le téléphone de gens de gauche, des écrivains de gauche de chez Lafon, n'est-ce pas, qui ont protesté en disant que c'était un mauvais coup. C'est une sorte d'étoile jaune qu'on vous colle maintenant, d'être à droite. Par contre, ils ne sont pas tous comme ça. Alors, après, nous sortirons de cette affaire, si vous voulez bien. Oui, mais ça vous a fait du mal. J'ai pas du tout envie de régler des comptes. D'ailleurs, je n'en règle pas. Et puis, en plus, j'assume totalement mon engagement d'idée, n'est-ce pas? Je l'assume totalement. Si vous voulez, je vous dirai pourquoi. Mais l'autre jour, voyez-vous, je dédicaçais les services de presse chez Lafon, chacun de nos livres, avec Claude Manceron, qui était en face de moi, qui dédicaçait son 3e tome historique, les 20 ans du roi. Non, c'était pas celui-là. Enfin, peu importe, son 3e tome. Et puis moi, je dédicaçais le jeu du roi. Et Manceron, qui est un homme de gauche, et qui ne le cache pas d'ailleurs, il est conseiller de Mitterrand, lui ne raisonnait pas du tout comme ça. Et il m'a fait une dédicace, nous étions ensemble, on a longuement parlé, il m'a fait une dédicace et il m'a mis Raspail, qui a au moins le courage, presque seul, de hisser haut son drapeau. Alors, ça m'a fait plaisir, je me dis, tiens, voilà un type qui au moins m'en veut pas à cause de ça. Oui, mais Claude Manceron est un être de qualité. Voilà. Et alors, je lui ai retourné une dédicace et je lui ai mis, oui, mais notre drapeau il est bien délavé, il est pas mal troué, et puis, mais quand même, quand nous ne serons plus là, les hommes de droite, alors on s'apercevra que nous manquons. Mais si, tout à l'heure, Jean Raspail, je vous disais que vous n'étiez pas de ce monde, c'est un peu à cause de cela, et on le comprend mieux. Et d'ailleurs, pour en revenir à votre livre, Le jeu du roi, vous parlez de cet enfant qui va à l'assaut du fort et qui est accueilli par cet homme qui est le roi. Vous parlez du maire aussi. Le maire revendiquait le fort pour le transformer en maison du peuple. Mais le roi Antoine se faisait une autre idée du peuple. Et j'ai l'impression que vous aussi, vous faites une certaine idée du peuple. Parfaitement. Et ça répond à ce que vous disiez à l'instant. Pourquoi vous assumez cet engagement? Il y a deux choses en ce moment. Il y a le peuple qui est une chose merveilleuse, n'est-ce pas? Et il y a la masse qui est une chose épouvantable. Et je vois, enfin, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, enfin, il n'y a pas besoin d'être orfèvre pour voir ça. Je vois avec épouvante s'avancer le règne des masses. Je ne parle même pas des
du système des masses chinoises, où le guignol qu'on voit en ce moment est absolument extravagant. Enfin, je ne parle même pas de ça. Il peut très bien y avoir des masses de droite et des masses de gauche, n'est-ce pas? Et je vois arriver le système des masses. Et j'ai déjà vu ça, je me rappelle l'effet presque effrayant que m'a fait mai 68. Vous savez, il y a beaucoup d'écrivains qui se disent nés en mai 68. Hein. En général, ce sont des écrivains qui sont nés à gauche en mai 68. Moi, je suis un peu né en mai 68, mais je suis né de l'autre côté, n'est-ce pas? Quand j'ai vu les défilés, aussi bien ceux de gauche que le défilé monstre des Champs-Élysées, qui était le défilé opposé, n'est-ce pas? Où j'ai vu que cette espèce de partie de poker qui me semblait tout à fait dégoûtante, je te mets 500 000 personnes, tiens, je vais t'en foutre 700 000. Ah, tu m'en fous 700 000. Je vais t'en mettre 900 000. Ah, tu m'en as mis 900 000. Je t'en fous 1 200 000. Écoutez, où allons-nous? C'est effrayant. Où est l'individu dans cette affaire? Ça, c'est pas le peuple, Jacques Chancel, sont les masses. Et les masses, c'est manipulé. Il y a, je crois, c'est vrai, un alibi, mais l'important, et on le comprend dans votre livre, c'est de ne plus se commettre avec un monde qui serait privé de légende. C'est là, et on en revient presque au rêve. Malheureusement, on vit avec aujourd'hui. Et lorsque je vous écoute, je me dis en effet que vous avez un certain courage, parce que ceux qui pensent comme vous ne le disent pas parfois. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont honte? Parce qu'ils ont peur? Ou y a-t-il autre chose? Respect humain? Ne pas être dans la ligne du jour? J'ai pensé à ça souvent. Avez-vous tort? Ont-ils raison? D'abord, peut-être qu'ils pensent qu'ils n'ont pas raison. D'abord, c'est très difficile de penser qu'on a raison. Hein. C'est pas commode. Alors, celui qui croit avoir raison, il a de la chance. Ça, c'est pas commode. Hein. Mais enfin, il ne faut pas perpétuellement être envahi par le doute. Parce que, on peut dire que de l'autre côté, le doute n'existe pas beaucoup. Les écrivains dits de droite ne veulent plus entrer dans je ne veux même pas dire le jeu politique, dans le jeu des idéologies. Certains, c'est par lassitude. Les plus éminents, nous ne citerons pas de nom parce que j'ai évidemment énormément d'estime pour eux, se sont retirés sous leur tente, soit parce qu'ils ont déjà beaucoup payé de leur personne dans le temps, et qu'ils ont pensé qu'au fond ça ne servait pas grand-chose, parce que c'est comme si on essayait d'arrêter une avalanche avec une pelle et un seau, n'est-ce pas? Alors ils se sont dit, au fond, le combat, bien grand mot, la lutte que nous menons, elle est tellement longue, il y en a pour 1000 ans, alors c'est pas parce que moi je vais m'en retirer maintenant qu'elle cessera. Nous luttons en profondeur. Alors là, il y en a beaucoup qui ont fait ce raisonnement-là, et je les comprends. D'autres, alors ça c'est moins estimable, c'est par carrière, certes. Parce que quand même, autre bien grand mot, le terrorisme intellectuel, n'est-ce pas? Vous êtes un intellectuel? Oui. Non. Enfin, disons que je le deviens. Enfin, le métier que j'exerce est intellectuel, mais je ne suis pas un véritable intellectuel. Question d'âme et d'esprit. Oui. Et le terrorisme intellectuel existe. Et on connaît, enfin, sans citer de nom, vous en connaissez certainement aussi, Jacques Chancel, des écrivains dits de droite qui ont souffert de leur engagement et pour lesquels les lauriers ont énormément tardé. Vous pensez à Michel Déon? Oui, je pense à Déon en particulier, oui, par exemple. Et ils l'ont payé durement. Alors, bien ceux qui montent un peu se disent, mon Dieu, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je passe sur mes engagements, que la célébrité vienne d'abord, et ensuite peut-être je pourrais dire ce que j'ai envie de dire. Mais vous n'avez pas pensé, vous, à faire cette concession? Non, moi pas du tout, alors. Non, chaque fois que... Non. Et votre engagement, quand même, est très, très politique. Non. Votre jeu du roi est politique. Ah oui, on dit. Non, on dit que c'est un livre politique. Je ne le pense pas, non, pas du tout. Non, ce n'est pas un livre politique, non. D'abord, c'est une histoire. Oui, c'est une histoire, mais avec quand même des phrases, des mots, des faits. Par exemple, il est mort comme un roi doit mourir aujourd'hui, dans la misère.
L'égalité s'est abattue sur nous. L'égalité oui, s'est abattue sur nous. mais vous avez oublié la suite, Jacques Chancel. Et je parle en termes d'esprit. Ah, merci. Merci. Je ne parle pas de... Attention, il ne s'agit pas de l'égalité économique, mais en effet, je parle en termes d'esprit, oui. Non, ce n'est pas un livre Vous en politique. voulez à ceux qui veulent faire croire que l'on peut être égaux. Écoutez, qu'est-ce que c'est que l'égalité? Alors, puisqu'on en est là, il va falloir prendre ça à bras-le-corps. Hein. Ne fuyons pas, ne tournons pas autour de ce pot. Hein. L'égalité avec son pendant qui est la fraternité, n'est-ce pas? Ça figure d'ailleurs, ce sont les deux. Non, liberté, pardon. Liberté, égalité. La fraternité, c'est ce qu'il y a de bien dans cette triple devise. L'égalité, si elle existait vraiment, n'est-ce pas, ça aurait pour conséquence immédiate qu'aucun homme ne serait plus soit capable, soit n'aurait plus envie de se dépasser soi-même. Je ne parle pas en termes d'argent, Jacques Chancel, attention. De se dépasser soi-même, parce qu'en se dépassant soi-même, il risquerait de dépasser le voisin. Bon, alors c'est la négation de l'homme. Enfin, pour moi, l'homme a été, à mon sens, mis sur la terre pour s'accomplir au maximum. Et l'accomplissement de l'homme, c'est de se dépasser lui-même, de sortir presque de lui-même. Ça, c'est quelque chose de vertical, n'est-ce pas? Alors, la liberté dans cette affaire, qu'est-ce qu'elle devient? La seule liberté qu'on ait, parce qu'au fond, vous savez, c'est pas quelque chose de gigantesque, la liberté. La liberté, ça veut dire la liberté d'aller et venir, d'habiter où l'on veut, d'avoir la religion que l'on veut, de sortir de ses frontières, d'y rentrer, d'élever sa famille, enfin des choses relativement simples, pas si simples parce qu'elles n'existent pas partout. Enfin, mais c'est la liberté aussi de pouvoir se dépasser soi-même. Et au nom de l'égalité, n'est-ce pas, de l'égalité absolue, on risque d'interdire aux hommes la liberté de se dépasser soi-même. Voilà. J'ai souvent pensé à la fameuse différence entre la droite et la gauche. Quelquefois, je reste totalement sec, d'ailleurs, quand on m'en parle. Puisque vous y avez réfléchi, vous avez une réponse. Comment? Puisque vous y avez réfléchi, vous avez une réponse. Oui, mais je crois que la réponse se tient là, avec une troisième chose, c'est le sens du sacré. Il y a dans l'homme, alors vous parliez de l'âme, appelez ça l'âme si vous voulez, dans tout homme bien né, encore une fois, bien né, j'ai pas dit aristocrate, n'est-ce pas? Dans tout homme digne de ce nom, une part de lui-même qui le porte directement vers le haut, et pas autour de lui. Et ce que je reproche aux idées massificatrices, n'est-ce pas? Parce que je ne veux même pas parler de socialisme, de communisme, de fascisme, ça. Je parle des idées massificatrices qui sont celles vers lesquelles nous tendons. De droite et de gauche? Oui, de droite et de gauche, parfaitement. C'est que elle écrase, elle aplatit l'homme pour qu'il se répande de façon horizontale, et elle l'empêche de grimper de façon verticale vers ce à quoi il doit tendre. Je comprends, Jean Raspail, que vous voudriez quitter un peu ce monde, vous en reconnaissez le progrès, mais vous vous êtes rêvé roi, et vous l'avez dit tout à l'heure, mais se rêver roi, c'est installer son royaume quelque part, et rêver sur une terre qui est bien à soi. D'ailleurs, ce livre, le jeu du roi, vous le dédiez à la mémoire d'Antoine de Tounens, avoué à Périgueux, roi d'Araucanie, sous le nom d'Aurélie Antoine Ier, mort en Dordogne le 17 septembre 1878. Car il est vrai qu'il y a eu à cette époque-là, il y a 100 ans, un avoué de Périgueux qui s'est fait roi quelque part en Araucanie. Et il est vrai également qu'il a des descendants qui, je crois, portent encore le titre de prince d'Araucanie ou de roi d'Araucanie. C'est merveilleux d'avoir inventé son royaume. C'est merveilleux, mais on l'a traité de fou. Il était sage. C'était un homme tout à fait étrange. Et c'est surtout son dernier voyage qui est beau.
Antoine de Tounain, c'était un espèce de Cortez qui Il s'appelait vraiment Antoine de Tounain? Oui. Il était déjà aristocrate? Oui, enfin, c'est une noblesse de robe, je pense. Et mais c'était un, je crois que c'était une sorte d'hurluberlu, mais qui a été jusqu'au bout de sa folie. Et il est parti seul conquérir ce royaume d'Araucanie. Cortés avec 3 siècles de retard, n'est-ce pas? Et comme il avait beaucoup de prestance, une grande barbe, qu'il était grand avec des grands cheveux, qu'il est arrivé à une époque où en Patagonie, les Indiens, ceux qui restaient, menaient une lutte contre le gouvernement chilien. Pendant environ 3 mois, il a été reconnu, il a été reconnu chef par les Indiens. Mais les Indiens ne savaient pas qu'il était le roi. Parce que comme ils ne parlaient pas la même langue, que Tounain et les Indiens ne parlaient pas du tout la même langue, et ne se comprenaient pas, la royauté de Patagonie s'est entièrement faite dans la tête de Tounain, qui lui savait qu'il était roi, mais les Indiens ne le savaient pas. Alors il avait nommé des ministres, tous dans sa tête. Il y avait un ministre de la guerre, de la marine, de la justice, etc. Mais dans sa tête, il ne les avait pas, ces hommes-là. C'était les Indiens qu'il avait devant lui, ou des amis imaginaires, tout se tenait dans sa tête. Mais pendant 3 mois, il a été roi. Alors il a été chassé de son royaume, bien entendu, rapatrié en France. Il est revenu plusieurs fois. À chaque fois, il a été arrêté. Mais c'est surtout son dernier voyage qui était extraordinaire. C'était en 73. 1873. Bien sûr, 1873. Il voulait reconquérir son royaume, qui était tout intérieur, n'est-ce pas? Tout le monde l'avait oublié là-bas en Patagonie. Les Indiens avaient été les premiers à l'oublier. Il a pris un bateau d'immigrants italiens. Il a navigué à fond de cale. Il a débarqué à Buenos Aires. Lui, le roi. Oui, lui, le roi, à fond de cale, comme un immigrant, sans un sou, sans rien. Il a erré dans les quais de Buenos Aires, avec son royaume dans sa tête. Il ne savait même pas où il était, d'ailleurs. Il savait qu'il était en Amérique du Sud. Et comme il n'avait rien à manger, un jour, il est tombé presque mort de faim sur le trottoir de Buenos Aires. Et il a été rapatrié une dernière fois par l'ambassade de France. Mais cet homme, extraordinairement pauvre, portant uniquement son rêve dans sa tête, et partant reconquérir son royaume, tout dans l'imagination, alors qu'il y a quand même dans cette affaire une part de réalité, je trouve ça sublime. Et c'est cette aventure-là qui m'a fait tirer une descendance à mon goût. Donc ce roi est bien mort en roi, dépouillé de tout, mais pas de l'essentiel, c'est-à-dire de sa royauté. Car sa royauté, il l'avait dans la tête. Mais on peut dépouiller un homme de tout, et surtout de sa dignité. Par exemple dans les camps de concentration. Est-ce qu'on peut arriver un jour à conserver sa dignité, cette royauté dont vous parlez? Dans le pire des cas. Ça, Jacques Sancel, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Au dernier moment. Je n'ai jamais été confronté à des situations de ce genre. Et bien un malin qui pourrait répondre à ça. Je pense qu'au dernier moment, oui, si on l'a en soi, on l'emporte avec soi, certes. Dans la mesure où on sait qu'on l'emporte dans l'éternité. Vous écrivez aussi à un certain moment à contre-courant, contre-temps, contre-sens, et d'ailleurs, il n'est connu de personne et l'a toujours voulu ainsi. Donc, vous êtes vous aussi à contre-courant. Souvent à contre-temps. Oui, on dit vous êtes connu. Oui, vous n'êtes pas toujours reconnu. On dit que je suis à littéraires. contre-courant. Oui. Eh bien, je pense pas que ce soit tellement vrai maintenant. Il y a à la surface de notre peut-être notre population française, n'est-ce pas, un courant d'idées qui semble dominant. Je suis certain qu'il y a au-dessous un espèce de courant contraire qui véhicule un nombre d'idées considérables et tout à fait différentes de celles qui sont des idées à la mode, mais que les gens n'osent plus exprimer, ni même s'avouer. C'est difficile de citer des exemples à ce propos, mais enfin, sur des choses essentielles comme une certaine morale, un certain sens du travail, un certain sens, je n'aime pas le mot valeur, qui est employé à tort et à travers. Grandeur humaine. Oui, un certain sens de la grandeur humaine, un certain sens de la patrie, par exemple.
ou un certain sens de l'honneur même. Voilà des mots alors qui sont assez peu employés maintenant. Eh bien, je suis certain que sous cette espèce de courant glacial, n'est-ce pas, qui est en train de nous entraîner, il y en a un autre en dessous qui est fort, n'est-ce pas, mais qu'on ne voit pas. Alors quand on me dit je suis à contre-courant, oui, peut-être, mais ce contre-courant, il existe et pas uniquement chez moi. On parlait tout à l'heure, Jean Raspail, des mots, et il est vrai que partout ailleurs, lorsqu'on parle de patrie, on parle de quelque chose de beau, et en France et dans quelques autres pays, dès lors que l'on parle de patrie, on se met à rire. Oui. Alors pourquoi? Parce que nous avons dépassé le mot? Parce que peut-être nous ne méritons plus le mot. Qu'est-ce que c'est une patrie? Parce qu'on pense évidemment tout de suite et encore, on pense à Verdun, on pense au coup de Clairon, on pense au massacre de la guerre, et on dit au fond la patrie ne vaut pas toutes ses souffrances, etc. On pense au mondialisme, on pense à la fraternité universelle, on pense à des tas de choses de ce genre. On dit que la patrie dans cette affaire n'a au fond plus aucun intérêt puisque le monde se rétrécit et devient de plus en plus solidaire. Alors en face de cette gigantesque solidarité mondiale qui semble, je dis bien, qui semble obligatoire, alors on efface le mot patrie, parce qu'il ne signifie plus grand-chose. La patrie, c'est vraiment relativement simple à définir. Si les gens voulaient bien chercher, c'est pas la ligne bleue des Vosges pour laquelle on se fait trouver la peau. La patrie, évidemment, c'est un sol, n'est-ce pas? Mais c'est surtout un ensemble d'habitudes qu'on partage avec d'autres. Une culture, une façon de penser, une façon de manger, une façon de rire, une façon de parler, une façon d'aimer telle ou telle chose, un art, enfin... c'est ça la patrie. Alors ça, les gens ne s'en rendent plus compte, mais c'est quelque chose d'énorme. C'est un héritage, et en plus, c'est un héritage sur lequel l'avenir se fait. C'est ça la patrie. Tout à l'heure, Jean Raspail, vous m'avez parlé de mai 68. Vous avez eu raison, que pour beaucoup d'écrivains, c'était comme une naissance. Mais que pour vous, c'était une naissance, mais dans un autre sens. Vous y avez vu le premier signe de la mort. Comme vous avez vu d'autres signes ailleurs, en d'autres temps. Vous allez aussi loin dans ce que l'on pourrait appeler votre inquiétude. Il me semble que j'ai écrit ça, oui. Oui. Mais le signe de la mort, mai 68. Pour vous, de toute manière, vous reconnaissez qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, oui, qui est à la fois énorme et dérisoire. Enfin, voilà une population, enfin une partie de la population, qui s'est laissée aller, une espèce de révolution, n'est-ce pas? Et à la fin de cette révolution, on s'est aperçu qu'il y avait eu 2 morts. Tant mieux d'ailleurs qu'il n'y en ait eu que 2, n'est-ce pas? Mais il y a eu 2 morts, si ma mémoire est bonne. Un policier à Lyon et un jeune homme à Mende, je crois. Vous avez déjà vu dans le monde, vous, Jacques Chancel, une révolution venant d'une profondeur réelle qui fasse 2 morts? Les révolutions, ça balaye. C'est quelque chose de fulgurant. Vous regrettez qu'il n'y ait pas eu balai? Non, je ne regrette pas. Surtout, je sais que je navigue sur une mer difficile, n'est-ce pas? Je suis en train de naviguer l'off sur l'off, comme on dit en termes de marine. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis que, bien sûr, tant mieux qu'il y ait eu 2 morts, s'il n'y avait pu y en avoir pas du tout, ça aurait été encore bien mieux. Mais enfin, tirer des conséquences énormes pour l'avenir de quelque chose d'aussi dérisoire, enfin pour moi ça a été une plaisanterie. Et je dis que ça a été pour moi un signe de mort, c'est que dans cette affaire, l'homme français n'a plus été que la caricature de lui-même. Moi je n'ai vu, sauf disons les 2 premiers jours, soyons honnêtes quand même, n'est-ce pas? Mais je n'ai plus vu que des caricatures d'hommes. Je n'ai plus vu que des gens qui gesticulaient dans tous les coins, derrière des pancartes, qui jouaient à se battre, n'est-ce pas?
j'ai vu une dérision de l'homme. Oui, mais pour vous, Jean Raspail... Bien sûr que je souhaitais pas la révolution russe, mon Dieu, ni la guerre civile espagnole, n'est-ce pas? Mais si on veut quand même comparer les deux choses, on s'aperçoit que les Espagnols, on peut en parler justement, droite ou gauche, ils se sont battus ensemble, tiens. Bon, et je ne porte aucun jugement d'ailleurs sur cette guerre civile. Mais enfin, ce sont des gens qui ont été au bout de leurs idées. Alors Dieu merci, les gens de mai 68 ne sont pas allés au bout de leurs idées. Je dis Dieu merci pour le pays, peut-être que c'est parce que nous avons suffisamment de bon sens et que nous pouvons nous payer le luxe de jouer à la prise de Varsovie comme ça sans danger. Vous pensez qu'en France, les gens pourraient aller jusqu'au bout de leurs idées maintenant? Certainement pas. De droite et de gauche? Non, on continuera à jouer à des petites dérisions comme ça, je pense. Enfin, vous êtes quand même pessimiste parce que vous posez la question où est la liberté primitive de l'homme? Vous dites que l'homme n'est plus roi de la création, vous affirmez que l'Occident est fou, vous vous étonnez, vous demandez à qui confie-t-on la jeunesse? Vous vous insurgez même contre les prêtres. Et tout à l'heure, vous voyez aux informations, Claude Mazot nous parlait et du révérend Père Brock-Berger et de Monseigneur Lefebvre. Où êtes-vous dans cette affaire? Vous êtes peut-être le roi de toute cette affaire, c'est-à-dire ailleurs, dans votre royaume imaginaire? Non, je crois que dans toute cette affaire, j'essaie d'être d'une grande humilité. Mais si je suis venu chez vous, c'est quand même pas pour rester muet, n'est-ce pas? Alors, je me suis quand même laissé aller à vous répondre, bien sûr. Mais je pense que ceux qui n'ont pas vos idées admettront que vous avez du courage, parce que ce sont des choses qu'on ne dit pas. Il est plus facile de dire le contraire, non? Certainement, oui. En ce moment, c'est plus facile. Mais enfin, moi, je suis ici l'écho de choses contraires à celles que vous avouez la plupart du temps. Donc, j'en porte témoignage. Quoique déjà, lorsque vous aviez écrit le Camp des Saints, on voyait où vous alliez. Parce que là, c'était... Et vous parliez de l'an 2000, et déjà vous disiez qu'en l'an 2000, nous serions sur la Terre quelques 7 milliards d'habitants, et que sur les 7 milliards d'habitants, il y aurait simplement 900 millions de Blancs. Oui. Comme si c'était la grande peur. Ça touche au racisme. Non, pas du tout, ça touche pas au racisme. C'est une chose dont il faut tenir compte. Georges Suffert vient d'écrire un livre fort impressionnant à ce propos, et je ne pense pas que ça touche là au racisme. Ça touche à des problèmes raciaux, ce qui est totalement différent. Totalement différent. Et oui, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis pour la défense des minorités. Alors, nous devenons une minorité. Voilà, et nous devenons une minorité. Je suis pour la défense des minorités parce que les minorités enrichissent tout ce qui fait la différence de l'homme. Le jour où il n'y aura plus de minorité, n'est-ce pas? Il n'y aura plus qu'une espèce d'immense majorité. Et qu'est-ce que ce sera? Ce sera une masse. Maintenant, je pense, Jacques Chancel, que vous donnez de moi là une idée peut-être un peu trop politique. Oui, c'est vrai d'ailleurs, je le reconnais. Oui, mais en fait, vous êtes un écrivain qui avait écrit, et on se pose des questions, ce qui est bien d'ailleurs, sur le livre que vous avez écrit. Le jeu du roi est quand même une histoire. Oui, c'est une histoire, c'est un roman. Et que c'est un roman... oui, mais quand même. Hein. C'est quand même l'histoire d'un royaume imaginaire, la confrontation d'un homme et d'un enfant, l'introduction d'une femme qui rêve aussi et qui va au-delà de son rêve en nageant vers la mer. C'est l'histoire de la transmission d'une idée, c'est-à-dire que le narrateur, quand le vieux roi mort, se choisit un autre enfant pour que l'idée ne soit pas perdue. C'est quand même une histoire belle que moi j'aime beaucoup, évidemment, et que je n'aimerais quand même pas voir dénaturée en la politisant, parce que ça n'est pas cela. Oui, Jean Raspail, mais j'ai raconté une histoire. C'est vrai, mais quand même, il y a des phrases qui sont des phrases qui resteront et que, véritablement, on réfléchira. C'est possible. Par exemple, je le répète, et vous l'avez dit, personne n'a le droit de se hisser au-dessus des autres, c'est contraire à l'égalité. Et puis c'est autre, parce que elle me paraît importante, c'est le roi Antoine, enfin le roi de votre livre, qui lève la tête et dit « L'homme ne s'est pas amélioré, je veux dire son âme et son cœur. Pour le reste, il a tout inventé, hélas. Ne vous fiez à personne. Les hommes ont perdu le royaume. La dérision est leur Dieu. Le nivellement par la dérision. Notre force s'appelle solitude. Le flambeau se transmet la nuit au milieu du désert. Craignez vos semblables par-dessus tout. Restez muets. Sinon, ils vous détruiront. » C'est quand même Jean Raspail qui écrit. C'est Jean Raspail qui écrit. C'est Jean Raspail. Et c'est précis. Oui, c'est précis.
Nous allons probablement enfin vers un espèce de tunnel où il faut laisser les masses passer. Elles vont sûrement passer. Et puis il se crée déjà d'ailleurs, des choses qui sont un peu comme des points d'ancrage, un peu comme les intellectuels, n'est-ce pas? Des points d'ancrage de l'esprit, qui sont un peu comme les monastères du bas Moyen-Âge, qui au milieu de cette tourmente immense ont permis à l'humanisme, au fond, de traverser cette période épouvantable pour éclater de nouveau. Et à mon sens, la défense de l'individu, parce que c'est ça que je défends, moi, c'est l'individu. Eh bien, la défense de l'individu face aux masses va passer par un certain nombre de maquis intellectuels. Et ça illustre, enfin, ce que je dis, continue la phrase de moi que vous avez citée et que j'aime beaucoup d'ailleurs. Dans votre rêve, en fait, être roi, c'est être simple. Et je voudrais terminer sur cette phrase qui est également de vous. La découverte de Dieu passe par la royauté de l'homme sur lui-même. Et je crois que là, nous sommes non pas dans le tunnel, mais presque comme à une ouverture. Merci Jean Raspail, je recommande ce livre, mais très fortement, très fermement. Le titre, Le jeu du roi, il paraît chez Robert Laffont. Radioscopie Jacques Chancel, demain, un autre rendez-vous. Demain, un artisan, un émailleur, Jean de Mézel. À demain, bonsoir.